Ma personne. Ça, c'est un bout de papier. Mais c'est un bout de papier qui n'est pas comme tous les autres. La preuve, si je fais ça, je te sens choqué, n'est-ce pas? Alors, parce que ce bout de papier, c'est un bout de papier qui structure notre vie au quotidien. De notre naissance à notre mort, nous aurons toujours besoin de ce bout de papier. Bizarrement, nous sommes tous allés à l'école. On nous a fait tous les cours d'histoire possibles. On nous a fait tous les cours sur l'évolution possible. Mais à aucun moment, on a pris le temps de nous enseigner l'évolution de ce bout de papier. Et je pense que si chacun d'entre nous connaissait comment fonctionne ce bout de papier, notre regard en ce qui concerne l'argent serait complètement différent. Bon, ma personne, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère et je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je suis aussi et surtout un chercheur d'argent. Parce que faire l'école, c'est bien. Avoir des diplômes, c'est bien, mais on ne mange pas les diplômes. Donc ma personne, en parallèle de tes études, pense toujours argent. Parce que si tu ne penses pas argent, ce qui va se passer, c'est que tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton bonheur ne sera que partiel. Et pire encore, si tu ne penses pas argent, tu seras très souvent à la merci de ceux qui savent chercher l'argent. Donc comme je te disais tantôt ma personne, dans cette vidéo, on va voir ensemble l'évolution qu'a suivi l'argent de l'Antiquité jusqu'à nos jours, afin que tu comprennes mieux le monde dans lequel nous vivons. Tu sais ma personne, l'une des choses principales à savoir en ce qui concerne l'argent, c'est que l'argent reste et demeure un moyen d'échange de biens et services entre les hommes. Toutefois, une question se pose. L'argent n'ayant pas toujours existé, comment est-ce que les hommes faisaient par le passé pour échanger les biens et services? Eh bien, ma personne, le procédé que les hommes utilisaient par le passé s'appelle le troc. C'est quoi le troc? Eh bien, ma personne, je vais te prendre un petit exemple pour que tu comprennes bien ce que c'est que le troc. Imaginons un petit village en Afrique appelé Ndiki. Au sein de ces villages, on a des villageois et un chef du village. On a un villageois A qui lui est un éleveur de chèvres et un villageois B qui lui est un agriculteur. À un moment donné, le villageois a envie de préparer une bonne soupe de chèvre. Mais il lui manque une chose, c'est de la tomate. Et le villageois B, lui, à l'inverse, il a envie de préparer un rôti de chèvre. Sauf qu'il lui manque une chose, c'est une chèvre. Donc, le villageois A va aller voir le villageois B pour qu'il fasse ce qu'on appelle le troc. Donc, le villageois A va échanger un morceau de chèvre contre un peu de tomate. Jusqu'ici, tout va bien. Parce que le villageois A veut de la tomate et le villageois B veut un morceau de chèvre. Sauf que très vite, il va se poser un problème, c'est qu'à un moment donné, le villageois A, lui, veut de la tomate et tout ce qu'il est prêt à échanger pour avoir de la tomate, c'est de la chèvre. Sauf que le villageois B, il n'a pas envie de chèvre. Donc très vite, il va avoir ce problème-là et les échanges vont se retrouver perturbés. Donc le chef du village, voyant ça, il va se dire, bon, il faut qu'on trouve un élément de référence qui va permettre de réguler les échanges entre les villageois. Et il faut que cet élément d'échange-là soit universel. Donc c'est comme ça que le chef du village va décider que désormais, pour échanger les biens et services entre les villageois, il va falloir qu'ils utilisent de l'or. Pourquoi l'or? Parce que l'or, c'est un métal qui est difficile à extraire. Et comme c'est difficile à extraire, c'est rare. Comme c'est rare, ça a de la valeur. C'est donc comme ça que l'or devient le moyen d'échange de biens et services entre les villageois de ces villages. Donc désormais, si monsieur A veut une tomate, il va donner en échange un petit morceau d'or. Si par contre il veut un cajot de tomate, il va donner à monsieur B un plus gros morceau d'or. Sauf que très vite, ils vont se rendre compte que les morceaux ne sont pas toujours de taille égale. Donc les échanges ne sont pas toujours équitables. C'est comme ça que le chef du village va se dire, bon, il faudrait qu'on réussisse à mesurer tout ça. C'est comme ça qu'ils vont décider de concevoir des pièces d'or. Et chaque pièce d'or, je te prends un simple exemple, devait peser 1 gramme. Mais il se trouve que il y a des biens et services qui ont moins de valeur qu'1 gramme d'or.
C'est comme ça que le chef du village décide que désormais, on va aussi utiliser un métal qui s'appelle l'argent. L'argent étant 10 fois plus facile à extraire que l'or, donc ça veut dire que l'argent sera 10 fois moins précieux que l'or, donc aura 10 fois moins de valeur que l'or. Donc, pour avoir une pièce d'1 gramme en or, il faut échanger 10 pièces d'1 gramme en argent. Voilà donc comment est née les pièces de monnaie, ou pourrais-je dire les ancêtres de la monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bon, les gens aussi échangeaient par des galettes de sel, parce qu'il y a un petit village au Niger dans lequel pour échanger les biens et services, les gens utilisaient des galettes de sel. Enfin bref. Par la suite, il va se poser un autre problème, c'est que au bout d'un moment, on ne trouve plus de l'or, on ne trouve plus de l'argent pour pouvoir échanger les biens et services. Et du coup, les activités économiques ne font que évoluer parce que la population ne fait que s'agrandir et on ne trouve plus assez de métal pour pouvoir échanger entre les populations. Donc, l'économie du village se retrouve paralysée. Le chef du village décide donc de réunir tous les villageois et il va leur proposer la chose suivante. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est qu'on va avoir un coffre-fort, l'ancêtre de la banque par le passé, et vous allez prendre toutes vos pièces en or et en argent, on va les stocker dans ce coffre-fort-là. Et en échange, on va vous donner des certificats qui attestent que vous avez telle quantité d'or qui sont stockés dans le coffre-fort. Et c'est par ces biais-là, en fait, que désormais les villageois vont pouvoir s'échanger des biens et services. Nous sommes d'accord sur le fait que s'il y a autant de billets d'or qu'il y a de pièces d'or qui sont stockées, ça ne résout pas le problème. Donc, ce que va faire le chef du village, c'est quoi? C'est qu'il va mettre d'autres billets en circulation. Donc, il y a plus de billets d'or qu'il n'y a d'or qui sont stockés dans le coffre-fort. Donc, tout ce principe est basé sur le fait que tous les villageois ne viendraient pas au même moment réclamer leur or qu'ils ont stocké. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, voilà comment est née en fait les premières banques dans le monde. Bon, ma personne, si tu as bien suivi ce que je viens de te raconter, tu verras que ce système d'échange de biens et services par les billets était basé sur la confiance. Sur la confiance au fait que chaque citoyen qui avait un billet pouvait aller au trésor et échanger ce billet contre son équivalent en or qui était stocké dans le coffre-fort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le billet de banque monnaie fiduciaire. Fiduciaire qui vient du mot grec fiducia qui veut dire la confiance, ma personne. Dans ma personne, très vite, le roi du village, le chef du village va décider que désormais, les billets de banque qui sont en circulation, qui sont déjà beaucoup plus élevés que leur équivalent en or, ne sont plus échangeables contre de l'or. Et il va aller plus loin. C'est qu'il va décider que désormais, c'est lui le seul capable de fabriquer des billets de banque. Ça, c'est un peu l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui les banques centrales. Parce que ma personne, il y a deux types de banques. Les banques centrales et les banques commerciales. C'est quoi la différence entre ces deux types de banques? C'est que les banques centrales sont les banques qui sont chargées de fabriquer de la monnaie. Donc, ces banques-là n'ont pas pour but de faire du profit. Mais ces banques-là répondent juste à une politique monétaire. Alors qu'à l'inverse, les banques commerciales sont des banques qui sont chargées de vendre de l'argent. Les banques commerciales, elles ont un but de faire du profit. En France, par exemple, avant la création de la zone euro, c'est la Banque centrale de France qui était chargée de produire de la monnaie. Mais depuis qu'il y a eu la création de la zone euro, désormais c'est la Banque centrale européenne appelée BCE qui est chargée de la fabrication des billets appelés euros. Donc c'est cette banque-là qui désormais fabrique aussi le franc CFA, ma personne. Donc toutes les banques que tu vois dans la zone franc CFA, BCAO, BEAC, Afriland First Bank, toutes ces banques-là, ce sont des banques commerciales. Aucune de ces banques-là n'a l'appareil qui fabrique les billets de banque. Je pense qu'il faut vraiment être au fait par rapport à cela. Et notamment le franc CFA, je pense que tu le sais déjà aussi bien que moi, est fabriqué en France dans une ville appelée Chamalières. Enfin bref, dans la foulée, le village d'Iki voulait échanger des biens et services avec un village voisin
mais leur monnaie était différente. Donc il fallait trouver une référence qui permettait de convertir la monnaie du village Ndiki à la monnaie d'un village différent. Je te prends par exemple la France et les États-Unis. En France, on a l'euro et aux États-Unis, on avait le dollar. Du coup, comment échanger l'euro contre le dollar? Ce que les banques ont fait, c'est qu'elles ont créé ce qu'on appelle les talons or. Donc, pour passer par exemple de l'euro au dollar, eh bien, on devait d'abord trouver l'équivalent de l'euro en étalon or et ensuite passer de l'étalon or au dollar. Mais ça, ma personne, c'était avant. Parce que les choses ont beaucoup évolué et désormais, ce qui atteste de la valeur des billets de banque qu'on a dans les mains, ce n'est plus l'équivalent en or qui a stocké, non. Mais c'est surtout l'activité économique, ma personne. Donc, plus il y a de l'activité économique, plus tes billets de banque ont de la valeur. Et beaucoup ont tendance à croire que comme c'est l'homme qui fabrique la monnaie, eh bien, si on veut résoudre les problèmes de pauvreté, de famine, de misère dans le monde, il suffit juste d'imprimer plus de billets de banque. Erreur, ma personne. Si tu dis ça, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses en économie que tu dois apprendre. Et pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs, c'est vraiment les bases de ce qu'il faut savoir. Dans ma personne, si l'activité économique n'évolue pas et qu'à l'inverse, on imprime beaucoup de billets de banque, eh bien, ce qui se passe, c'est que les billets de banque vont juste perdre leur valeur. Donc, si par le passé, pour acheter une baguette de pain, tu donnais un billet, eh bien, si la valeur du billet de banque diminue, désormais, pour acheter par exemple une baguette de pain, tu vas donner 2 billets de banque. C'est ça qu'on appelle en économie l'inflation. Donc, si on veut que la valeur de la monnaie augmente, il faut augmenter l'activité économique, ma personne. Ceci dit, ma personne, pour limiter le taux d'inflation, qu'est-ce que les banques font? Eh bien, les banques centrales limitent la quantité de billets de banque qu'elles mettent en circulation. Parce que s'il y a trop de billets de banque en circulation, eh bien, ces billets-là perdent de la valeur et c'est l'inflation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand un billet est trop usé, il retourne à la banque et on le détruit pour en produire un nouveau. Petite parenthèse, ma personne. À ton avis, quel est l'élément le plus important sur un billet de banque? Eh bien, ma personne, c'est le numéro de série. Donc, si tu as un billet qui est déchiré, je sais, à n'importe quel niveau, eh bien, à partir du moment où tu as le numéro de série qui reste visible, eh bien, dis-toi que tu pourras toujours aller à la banque pour qu'on te l'échange. Mais nous sommes tous d'accord sur le fait que ces transactions-là sont beaucoup plus simples lorsque tu es dans un pays qui fabrique lui-même sa monnaie. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait que chez nous en Afrique, lorsqu'un billet est trop usé, malgré le fait qu'on ait toujours le numéro de série, que ça devienne compliqué de l'échanger par un billet neuf. Pourquoi est-ce que la monnaie fluctue, ma personne? Ceux qui font du trading sont très au fait par rapport à ce sujet, mais ne t'inquiète pas, je vais te la faire très simple et tu verras que c'est hyper simple à comprendre. Prenons par exemple le Cameroun qui met en place la machine à remonter dans le temps. Le monde entier voit ça et tout le monde entier veut se procurer cette machine. Sauf que les Camerounais disent ok, on veut vous vendre cette machine, mais la seule monnaie qu'on utilise, on accepte pour pouvoir acheter cette machine, c'est le franc CFA. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les Européens qui veulent acheter cette machine vont convertir l'euro en franc CFA. Les Chinois qui utilisent le yen veulent aussi acheter cette machine, donc ils vont convertir le yen chinois en franc CFA. Les Américains qui, eux, utilisent le dollar pour pouvoir acheter cette machine vont convertir le dollar en franc CFA. Du coup, l'offre faisant la demande, la valeur du franc CFA va augmenter puisque tout le monde veut cette monnaie-là. Voilà donc pourquoi la monnaie fluctue. C'est selon l'offre et la demande. Donc, plus une monnaie est demandée, plus sa valeur augmente. Et moins elle est demandée, plus sa valeur diminue. Et c'est à ce niveau-là qu'interviennent les traders. Les traders, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent de la monnaie quand la valeur de la monnaie est basse et ils revendent cette monnaie-là quand la valeur de cette monnaie-là est élevée. Voilà en quoi consiste le trading. Acheter de la monnaie et la revendre. Par ailleurs, ma personne, j'aimerais noter ici un fait qui est important, c'est que passer d'une monnaie à une autre a un coût. Et les Européens ayant constaté cela, ils ont décidé que bon, autant créer une monnaie unique
afin de faciliter les échanges entre les pays qui appartiennent à ces zones-là. C'est dans cet ordre d'idée qu'en 1992 est née la zone euro. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par le passé, la France utilisait ce qu'on appelle le franc français. Et pour passer du franc français à la lire italienne, cela nécessitait un supplément d'argent et ça limitait beaucoup les échanges. Pour ma personne, je ne saurais terminer cette vidéo sans parler du franc CFA. Le franc CFA à l'origine veut dire franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une monnaie qui est utilisée entre 15 pays en Afrique répartis en 3 blocs, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et les Comores. Le franc CFA voit le jour à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 sous l'initiative du général de Gaulle qui est le président de la France dans la 5e République. Jusqu'ici, rien de fou, tu me diras. Mais il y a quelques jours, j'ai réalisé à quel point le franc CFA c'est un frein pour le développement de l'Afrique. Je m'explique. Alors, il y a quelques jours en arrière, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle j'expliquais comment est-ce que j'ai réussi à gagner 2 fois plus en appliquant les techniques qui étaient édictées dans le livre qui s'intitule 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés de Maxime Victor. Et suite à cela, j'ai eu beaucoup de membres de la communauté qui ont voulu avoir ce livre aussi et ils m'ont écrit sur WhatsApp et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que le franc CFA utilisé en Afrique de l'Ouest était différent du franc CFA utilisé en Afrique centrale. Et pire encore, ces 2 francs CFA-là n'étaient pas interconvertibles. Je m'explique. Donc si toi, tu as ton franc CFA que tu utilises en Afrique centrale, au Cameroun par exemple, et tu veux acheter du pain qu'on a fabriqué au Burkina Faso, qui est en Afrique de l'Ouest, avec tes francs CFA utilisés au Cameroun, tu ne peux pas acheter le pain qui est en Afrique de l'Ouest fabriqué au Burkina Faso. Pour pouvoir acheter ce pain-là, il va falloir que ton franc CFA, tu le convertisses d'abord en euros. Donc tu vas payer pour changer le franc CFA en euros. Et une fois qu'il sera en euros, on va maintenant le convertir en franc CFA burkinabé. Et là aussi, on va payer pour passer de l'euro à ce franc CFA. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que puisque c'est la BCE qui assure la convertibilité du franc CFA, eh bien, la BCE garde pour elle 50% sur chaque transaction financière. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas acheter le pain, par exemple, au Burkina Faso, puisque le Cameroun, par exemple, a des réserves à la BCE, eh bien, il y a 50% qui vont diminuer à chaque fois que tu vas vouloir faire une transaction dans un pays différent. Donc, à chaque fois que tu importes un produit, les réserves de ton pays qui sont logées à la Banque centrale européenne diminuent. Donc, plus on importe, plus on perd de l'argent. Et ce qui se passe, c'est que quand au bout d'un moment, les réserves qu'on a à la Banque centrale européenne seront trop bas et ne pourront plus combler le déficit, et bien ce qui se passe, c'est la dévaluation. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 1994 quand il y a eu la dévaluation du franc CFA. On n'a pas demandé l'avis des populations africaines, on a juste dévalué le franc CFA. Donc tant qu'on va importer plus qu'on exporte, et bien la balance sera de plus en plus déficitaire. Et ce qui va se passer, ça sera la dévaluation. C'est en quelques mots pour te dire à quel point c'est important pour toute personne qui souhaite se lancer en entrepreneuriat d'être au fait par rapport au fonctionnement de l'argent. Si tu ne sais pas comment fonctionne l'argent, ton business ne pourra pas mettre long feu. Ou du moins, si tu veux prospérer dans le business, ça va être très compliqué. Donc voilà ma personne, une petite capsule vidéo que je voulais partager avec toi. J'ai appris énormément de choses en mettant en place cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on parlera du Bitcoin. Parce que j'imagine que tu attends ça. Je suis en train de travailler là-dessus et c'était compliqué de mettre tout ça dans cette petite capsule. Donc ma personne, si cette vidéo t'aura appris les choses, n'oublie pas de cliquer sur tous les boutons et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano.